Bonjour, je m'appelle Chloé, je suis développeuse full stack chez Lucla et il y a quelques années, j'ai entamé une reconversion professionnelle. J'ai plutôt fait des études de lettres et après j'ai travaillé dans le domaine du chocolat. Donc rien à voir, mais on était plutôt une majorité de femmes. Et quand j'ai entamé mon parcours de reconversion, ça m'a fait très bizarre d'un coup de constater qu'on était aussi peu nombreuses. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui m'a intriguée et j'avais un peu l'impression d'avoir découvert un secret bien gardé par les hommes. J'avais envie de dire aux femmes autour de moi, hé, regardez là, j'ai trouvé un métier qui est plutôt bien rémunéré, plutôt confortable, qu'on peut faire en télétravail et à l'époque ça recrutait plutôt bien. Donc je me suis assez rapidement engagée pour promouvoir les femmes dans les métiers de la tech. Un jour, je discute de mon engagement avec des gens et là, il y a une personne, on va l'appeler Sam dans l'histoire. Sam me dit, Chloé, les filles, elles aiment pas l'informatique, c'est un truc de geek asocial. Alors comme j'ai absolument aucune répartie, j'ai pas su quoi répondre, mais tous les soirs ça m'a pris la tête dans ma douche, je me disais mais d'où ça vient cette idée que l'informatique c'est un truc de geek, c'est un truc de garçon. Moi je suis une fille, j'aime bien l'informatique, enfin je suis pas spécialement une geek, donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est vraiment une question qui m'a intriguée. J'ai lu beaucoup de livres et d'articles sur le sujet, j'ai regardé des documentaires et c'est vraiment plutôt l'aspect historique qui m'a intéressée. Et j'ai découvert que, bien au contraire, en fait, les femmes, elles avaient été pionnières dans le domaine de la programmation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on représente que 26% des effectifs techniques dans la tech? Qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène? En tout cas, c'est le sujet que je vais explorer avec vous aujourd'hui. Depuis très longtemps, hein, l'humanité a des gros besoins en termes de calcul, et c'est de ce besoin qu'est partie l'invention des premiers ordinateurs. Aujourd'hui, on a le moindre calcul à faire, on ne se pose pas trop de questions, hop, on sort notre téléphone qui sont finalement des mini-ordinateurs, on fait nos petits calculs, on a une puissance de calcul absolument phénoménale pour entraîner et faire tourner des intelligences artificielles, mais finalement, comment est-ce qu'on faisait avant l'invention des tout premiers ordinateurs? Eh bien, la réponse va peut-être vous surprendre, mais les premiers ordinateurs, on peut presque dire que ça a été les femmes. À partir du 19e siècle, le métier de calculatrice humaine, human computer en anglais, c'était un métier qui était quasi exclusivement exercé par des femmes. Parce que notamment c'était un métier qui était perçu comme tout à fait acceptable, hein, il n'y avait pas d'effort physique, euh, ça coûtait moins cher d'embaucher des femmes pour faire des calculs que des hommes, et en plus c'était un métier qu'on pouvait faire en télétravail, donc c'était bien pratique, on envoyait les calculs à réaliser par courrier, et les femmes pouvaient le faire chez elles, tout en s'occupant de leurs enfants bien sûr, et après elles pouvaient renvoyer leurs calculs. Un très bon exemple de ces calculatrices humaines, c'est les Harvard Computers. Les Harvard Computers, c'est un groupe d'environ 80 femmes qui, entre 1885 et 1927, ont travaillé sous la direction de l'astronome Edward Charles Pickering. Et leur job, en fait, c'était de mesurer et cataloguer la luminosité, la position et le spectre des étoiles à partir de plaques photographiques. Donc on les voit en train de travailler sur les plaques. Donc leur job finalement c'était de cartographier le ciel. Ces femmes, pour faire leurs calculs, elles étaient payées entre 25 et 50 centimes de l'heure, soit autant qu'une ouvrière dans une usine, alors que clairement c'était des brutes en matin. Parmi ces calculatrices humaines, certaines se sont particulièrement bien distinguées. On peut penser à Henrietta Swan Leavitt, qui a découvert qu'il y avait une relation entre la variation de la luminosité d'une étoile et sa distance à la Terre. Ça a donné son nom à la loi Leavitt. Mais on peut aussi penser à Annie Jump Cannon, qui, à elle toute seule, a cartographié 350 000 étoiles, soit un rythme de 5 000 étoiles par mois, donc c'était une machine de guerre. Euh, mais pendant assez longtemps, ces femmes, elles ont été retenues sous le terme de harem de Pickering. C'est pas très valorisant et ça montre bien en tout cas le sexisme de l'époque et le regard qu'on portait sur l'apport des femmes aux sciences. Mais c'est aussi un très bon, c'est aussi un très bon exemple de l'apport des femmes avant l'invention des tout premiers ordinateurs. Et en anglais, ils ont même gardé le même mot, donc computer qui désignait le métier, c'est devenu ordinateur pour désigner la machine. Et justement, les machines, elles vont progressivement remplacer le travail de ces femmes.
Depuis le XVIIe siècle et bien avant, des mathématiciens ont cherché à inventer des outils pour faciliter les calculs. On peut penser au boulier, mais on peut aussi penser à la pascaline de Blaise Pascal. Vous avez peut-être vu dans l'actualité, elle est en train d'être mise en vente aux enchères. Mais on a vraiment une avancée majeure dans le domaine des calculateurs électroniques avec Charles Babbage qui imagine en 1834 la machine analytique. Elle sera jamais construite de son vivant. Il y a son fils qui va en faire un prototype après sa mort. Mais en tout cas, avec la machine analytique, Charles Babbage y pose une architecture novatrice puisqu'il propose de séparer le stockage des données de leur traitement. Et donc, il va poser une première pierre, c'est une première étape vers l'informatique moderne. Mais Charles Babbage, il n'est pas seul à travailler sur la machine analytique. Il est aidé par la très fameuse, vous en avez forcément entendu en parler au moins une fois, Ada Lovelace. Alors, Ada Lovelace, elle est née en 1815 d'une aristocrate anglaise et d'un célèbre poète anglais, Lord Byron, qui va quasiment l'abandonner à la naissance. Mais en tout cas, cette femme, elle reçoit une très bonne éducation, à la fois en langue, en lettres, mais aussi en sciences, et notamment en mathématiques, ce qui est vraiment très rare pour l'époque. Et Ada Lovelace, elle rencontre Charles Babbage à 17 ans, qu'elle va quasiment prendre comme figure paternelle. Elle va se passionner pour ses travaux sur la machine analytique. Et vu qu'elle maîtrise très bien le français et qu'elle a des connaissances approfondies sur ses travaux, en 1842, on va lui proposer de traduire pour un article scientifique anglais un article écrit en français d'un mathématicien italien. Et finalement, donc, elle traduit l'article, elle va aussi l'annoter, et ces annotations vont finalement être plus longues que l'article original. C'est dans la note G de ces annotations qu'on retrouve l'apport historique d'Ada Lovelace, puisqu'elle décrit le tout premier programme informatique de l'histoire, qui est un algorithme pour calculer les nombres de Bernoulli. Et c'est vraiment considéré comme le tout premier programme informatique parce qu'il est écrit spécifiquement pour une machine, même si la machine n'existait pas. Ada Lovelace, elle ne s'arrête pas là parce qu'elle va anticiper les capacités futures des machines en les imaginant capables de gérer autre chose que des nombres, donc des symboles, et de faire des tâches complexes, qui était vraiment visionnaire pour son époque, puisque Charles Babbage et ses contemporains, ils voient plutôt ces machines comme des grosses calculatrices. En tout cas, elle va avoir une fin de vie assez tragique, puisqu'elle va dépenser toute sa fortune dans les jeux en espérant financer avec ses gains les travaux de Charles Babbage, et elle meurt d'un cancer à l'âge de 36 ans. Mais en tout cas, Charles Babbage et Ada Lovelace, ils vont vraiment jeter les bases de l'informatique, et ça va vraiment inspirer de nombreuses générations d'inventeurs qui vont arriver après. C'est la Seconde Guerre mondiale qui va faire exploser les besoins en calcul et la puissance de calcul va devenir un véritable enjeu stratégique. L'armée américaine va recruter à tour de bras donc, des calculatrices humaines, des human computers, notamment pour faire les calculs des tables balistiques, qui étaient des tableaux qui permettaient aux soldats de savoir comment orienter les canons de leurs missiles afin de toucher leur cible en fonction de différents paramètres comme la météo. Et donc, on arrivait au point où 1000 heures de calcul étaient appelées One Kilogirl. Mais la Seconde Guerre mondiale, elle va également booster la recherche sur les ordinateurs et l'armée va financer plusieurs projets, dont l'ENIAC, qui en 1945 est conçu par John William Mauchly et Presper Eckert. Et l'ENIAC, il est considéré comme le tout premier ordinateur de l'histoire, puisqu'il est entièrement électronique et Turing complet. C'est vraiment une grosse machine qui fait plus de 30 tonnes, qui est composée de plus de 17 000 tubes à vide, qui occupent plusieurs pièces. Et c'est financé par l'armée pour justement faire les fameux calculs des tables balistiques. Donc ça prend à l'ENIAC quelques secondes contre 40 heures de travail pour une calculatrice humaine. Et c'est justement parmi ces calculatrices humaines que l'armée va recruter les personnes pour programmer l'ENIAC. Et c'est comme ça que Kathleen Antonelli, Jean Bartik, Betty Holberton, Marilyn Meltzer, Frances Spence et Ruth Teitelbaum se retrouvent à programmer le tout premier ordinateur. Alors, au départ, le projet il est top secret, ils n'ont pas le droit de voir la machine. On va leur fournir des diagrammes électroniques et ça va être à elles de comprendre comment ça fonctionne et donc comment programmer la machine, pour ensuite décomposer les calculs en un ensemble d'instructions logiques que pouvait comprendre la machine.
et modifier la position des près des 3000 interrupteurs et paralléliser les calculs à l'aide de câblage. Donc là, on les voit bien en train de travailler avec tous les interrupteurs. Après la guerre, l'ENIAC va être révélé au grand public et on va mettre en avant les deux inventeurs de l'ENIAC, Eckert et Mauchly, tandis que les programmeuses elles vont rester dans l'ombre pour être finalement oubliées pendant assez longtemps. C'est un bon exemple de l'effet Matilda, cet effet qui en fait invisibilise les contributions des femmes au profit de leurs homologues masculins. Heureusement, dans les années 80, il y a une jeune étudiante en informatique, Cathy Kleeman, qui, un peu comme moi, se demande mais où sont les femmes? Et elle voit les photos de l'ENIAC, sur lesquelles, bien sûr, dans les légendes, il y a le nom des hommes, mais pas le nom des femmes. Elle va interroger ses profs qui lui disent ces femmes-là, elles ont été embauchées pour rendre la machine jolie. Heureusement, elle n'y croit pas une seconde et elle va se rendre au 40e anniversaire de l'ENIAC où elle va tomber sur 4 des 6 programmeuses et elle va compiler leurs témoignages dans un livre et un documentaire qui s'appelle The Computers. Si vous avez l'occasion de le regarder, je vous le conseille. Mais en tout cas, grâce à Cathy Kleeman, l'histoire de ces femmes n'est pas tombée dans l'oubli. Pour conclure cette première partie, donc on a pu voir qu'avant l'invention des premiers ordinateurs électroniques, on peut presque dire que les femmes ont été les premiers ordinateurs, que le tout premier programme informatique de l'histoire il a été écrit par une femme et que les premières personnes à programmer le tout premier ordinateur, ça a été des femmes. Donc clairement, les femmes, elles ont été omniprésentes à la naissance de l'informatique. Après la Seconde Guerre mondiale, l'informatique va prendre un nouveau tournant et va entrer plutôt dans une phase d'industrialisation, puisque ça va progressivement intégrer les entreprises, où ça va permettre d'automatiser des tâches complexes et de gérer les données, notamment tout ce qui est comptabilité, gestion de stock, ça va être très utile. Le secteur de la programmation, il va rester très féminin, mais on va le voir dans la partie suivante, ça va pas forcément être pour des très bonnes raisons. Beaucoup des calculatrices humaines et mathématiciennes engagées pendant la Seconde Guerre mondiale vont se reconvertir en programmeuses. Et ça va être le cas notamment d'une certaine Grace Hopper. Grace Hopper, elle est née en 1906 et elle démarre sa carrière comme professeure de mathématiques dans une grande université américaine. Et au démarrage de la Seconde Guerre mondiale, elle veut absolument s'engager, mais vu qu'elle a plus de 35 ans, on la refuse 2 fois. Au bout de sa 3e tentative, elle réussit à intégrer la Navy. Elle a alors 37 ans. Et elle va être affectée à la recherche sur le Harvard Mark I, qui est un calculateur électromagnétique qui est financé pour le projet Manhattan, donc les calculs liés à la bombe nucléaire. Et comme les programmeuses de l'ENIAC, on va lui donner très peu d'informations, on va lui donner les diagrammes, on va lui dire débrouille-toi, écris-nous le manuel d'exploitation, le manuel d'utilisation de la machine. Donc elle va très bien se débrouiller. Ça va être le début d'une longue carrière dans le domaine de l'informatique et de la programmation pour Grace Hopper. Après la Seconde Guerre mondiale, elle va rejoindre Eckert et Mauchly, donc les 2 inventeurs de l'ENIAC, sur le projet suivant, l'UNIVAC, qui va être le premier ordinateur commercial. Le problème, c'est qu'à l'époque, la programmation des ordinateurs, ça reste un vrai casse-tête. Il fallait programmer dans un langage qui était proche du langage machine, donc proche du langage binaire. Mais Grace Hopper, elle va se dire que ce serait quand même bien pratique de pouvoir interagir avec la machine dans un langage proche de l'anglais. Et c'est dans ce contexte qu'en 1951, elle va développer le tout premier compilateur, l'A0 System, pour l'UNIVAC. Entre 1955 et 1959, elle va travailler sur le Flowmatic, qui n'est rien d'autre que la version 0 du COBOL. On a peut-être des développeurs et développeuses COBOL parmi nous aujourd'hui. Le COBOL, c'est un langage qui est encore utilisé aujourd'hui dans les systèmes d'assurance et de banque. Il est vraiment très proche de l'anglais, il est très efficace pour gérer des grosses quantités de données, et il est aussi très compliqué à remplacer. Mais en tout cas, avec Grace Hopper, en fait, elle va tout simplement jeter la base des langages de programmation modernes. Et après sa mort en 1992, elle va rester quand même assez connue. C'est une des rares qui ne tombe pas complètement dans l'oubli, notamment grâce au fait que dans les années 80, elle va faire pas mal d'interviews télévisées pour faire de la vulgarisation. Donc si vous cherchez sur YouTube, vous pouvez trouver des interviews de Grace Hopper, c'est vraiment super intéressant.
Grâce notamment du coup, à l'apport de Grace Hopper à l'informatique de gestion, ça va favoriser le développement d'une entreprise en particulier qui est créée en 1911, IBM, International Business Machines Corporations. Et donc dans les années 60, IBM il a une position quasi monopolistique sur la location et la vente d'ordinateurs. Il va notamment rencontrer un gros succès commercial avec l'IBM 360 System, qui était un ensemble d'ordinateurs qui étaient compatibles entre eux et qui permettait aux entreprises d'avoir des systèmes modulaires. Mais l'activité d'IBM à cette époque, elle est vraiment concentrée sur la construction des ordinateurs. Leur programmation, elle est très souvent sous-traitée, externalisée. Et à cette époque, on assiste à une évolution très rapide des machines. Elles sont de plus en plus compactes grâce à la miniaturisation des composants. On va progressivement passer des fameux tubes à vide qu'on avait sur l'ENIAC aux transistors, puis aux circuits intégrés. Mais cette évolution rapide du matériel, ça va avoir une conséquence, ça va être l'obsolescence très rapide aussi de la partie logicielle, parce que la partie logicielle était entièrement dépendante de cette partie matérielle. Et donc, vu que le logiciel, à cette époque, c'était vraiment perçu comme une tâche secondaire, peu prestigieuse et moins rémunérée, ça n'attirait pas les hommes. Et donc, à cette époque, le métier de programmeur était très largement occupé par des femmes. Je vous ai retrouvé des publicités de l'IBM 360 System qui datent des milieux des années 60. Et justement, on trouve quasiment toujours derrière les ordinateurs des femmes. C'était tout à fait normal à cette époque. Mais la miniaturisation, ça va avoir quand même un avantage, c'est qu'on va pouvoir envoyer des ordinateurs dans l'espace. Après la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide va s'installer progressivement entre les États-Unis et l'URSS. Et en 1957, quand les Russes mettent en orbite le tout premier satellite, Sputnik, le monde entier va être impressionné, mais les Américains, eux, vont vraiment le vivre comme une atteinte à leur supériorité. Et ils vont se lancer dans la course aux étoiles, donc avec l'URSS, en créant en 1958 la NASA. Ça va avoir pour effet qu'il va y avoir des gros investissements dans le domaine de l'aéronautique, mais du coup indirectement dans l'informatique embarquée. Il va y avoir un gros enjeu autour de la miniaturisation des ordinateurs, parce qu'il n'est pas question d'envoyer un ENIAC de 30 tonnes dans l'espace. C'est dans ce contexte que va être conçu l'AGC, l'Apollo Guidance Computer, qui pour la mission Apollo 11, donc est un ordinateur de bord de 32 kg, qui est conçu pour être solide, compact et autonome, puisque la moindre défaillance de l'ordinateur pouvait entraîner un échec de la mission. L'ordinateur, il devait calculer des trajectoires en temps réel et contrôler des fonctions, automatiquement des fonctions de navigation du module lunaire. Et justement, le 20 juillet 1969, alors que l'équipage tente de se poser sur la Lune, l'AGC va bugger. Plus exactement, en fait, il y a un capteur du module lunaire qui va bugger, qui va saturer l'ordinateur de messages d'erreur. Mais grâce à la robustesse du code d'une certaine Margaret Hamilton, l'ordinateur de bord va être capable de prioriser les tâches liées à l'alunissage et mettre de côté ces messages d'erreur, et donc garantir un succès de la mission. Cette fameuse Margaret Hamilton, elle est née en 1936 et elle a fait des études de mathématiques. En 1963, elle rejoint le laboratoire Draper du MIT qui développe justement le logiciel de l'AGC. Dans les années 60, le milieu scientifique, c'est un milieu qui est très masculin, surtout sur les postes à responsabilité. Mais Margaret Hamilton, elle est tellement forte qu'elle arrive à décrocher un poste de chef d'équipe du développement logiciel de l'AGC. Et en fait, elle refuse de voir le logiciel comme une tâche secondaire et elle va contribuer à populariser le terme d'ingénierie logicielle. Elle va chercher vraiment à donner ses lettres de noblesse à la discipline. Et on lui doit des contributions majeures, notamment dans le domaine de la gestion de projet, bien avant l'invention des méthodes de gestion de projet agile, la gestion des erreurs, la notion de hiérarchisation et priorisation des tâches qui va de pair avec la conception de tolérance aux pannes. Donc finalement, Margaret Hamilton, elle jette les bases de l'architecture logicielle temps réel. Mais son travail, en fait, il va établir des nouveaux standards pour la programmation qui vont très largement dépasser l'informatique embarquée. Entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et la fin des années 70, on l'a vu, il y a vraiment cette opposition entre le hardware qui est en constante évolution et qui est perçu comme la tâche principale, et le software qui dépend de cette partie matérielle et qui du coup est plutôt perçu comme une tâche secondaire.
Et donc, dès le début de l'histoire, on a une vision très genrée des métiers de la programmation, mais à l'inverse d'aujourd'hui, en fait, ils étaient très féminisés, parce que c'était moins prestigieux, moins rémunérateur et moins prisé. C'est un phénomène sociologique qui est bien connu, qui est bien documenté. Quand un métier remplit ces caractéristiques, malheureusement, il est plus largement féminisé. C'est pas pour autant que les femmes, elles sont moins compétentes que les hommes, mais ça leur a permis de prendre la place et de jeter les bases d'une nouvelle discipline, de la discipline de la programmation. On va vraiment assister à un basculement à partir des années 80 avec l'avènement de l'ordinateur personnel et l'émergence d'un nouveau stéréotype. Mais je voudrais quand même vous parler d'une exception, une femme qui a travaillé dans le hardware, et en plus elle est française. Elle s'appelle Alice Recoq. Elle a joué un rôle, elle n'est pas très connue, mais elle a joué un rôle majeur dans la miniaturisation des ordinateurs, notamment en France. Elle est née en 1929, elle a fait plutôt des études de physique-chimie. Et en 1954, elle intègre la SEA, la Société d'électronique et d'automatisme, où elle va travailler sur le CAB 500, qui est le tout premier mini-ordinateur de bureau conversationnel, qui sort en 1959. Mais elle va aussi travailler sur en fait, la miniaturisation des composants. Elle va déposer de nombreux brevets, notamment pour le CIMAG, qui va progressivement remplacer les circuits intégrés. Dans le milieu des années 60, les Européens, notamment la France, s'inquiètent de l'arrivée d'IBM et de son hégémonie dans le domaine de la technologie, des ordinateurs, et va justement chercher à y résister, comme quoi l'inquiétude des Européens face à la puissance technologique des Américains, elle date pas d'hier. Et le président de l'époque, Charles de Gaulle, il va lancer en 1966 le plan Calcul. Dans le cadre de ce plan Calcul, la SEA, donc l'entreprise dans laquelle travaille Alice Recoq, va fusionner avec la CII, Compagnie internationale pour l'informatique, qui est finalement un regroupement de plusieurs constructeurs européens. Dans le cadre de cette fusion, malheureusement, Alice Recoq, elle va être mise au placard, mais ça ne va pas la décourager pour autant, bien au contraire. Elle va en profiter pour travailler sur une nouvelle idée d'ordinateur qu'elle a, beaucoup plus compacte que ceux qui existaient jusqu'ici. Et cet ordinateur, il va s'appeler le Mitra 15. Une fois que son projet est mûr, elle va le présenter à sa direction, qui en voit tout de suite le potentiel, et il va être commercialisé entre 1971 et 1987. Ce Mitra 15, peut-être que ça ne vous dit rien, mais il a révolutionné les télécommunications en France, puisqu'il va être progressivement installé sur les commutateurs téléphoniques entre 1972 et 1975, et ça va signer la fin des demoiselles du téléphone. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une demoiselle du téléphone, avant les années 70, quand on voulait appeler quelqu'un, on ne composait pas son numéro, on appelait un standard et une demoiselle du téléphone, donc encore un métier très féminisé, vous mettez en relation avec votre interlocuteur. Et donc, en fait, le Mitra 15, il va pouvoir permettre de faire ça de manière automatique. Le Mitra 15, il va être également utilisé pour faire le tout premier test de réseau informatique, bien avant l'heure d'Internet. C'est imaginé par Louis Pouzin en 1973, donc ça s'appelait le Mitranet, et ça va être rebaptisé le réseau Cigale, parce qu'il trouvait que Mitranet, ça ne faisait pas assez français. En tout cas, avec Alice Recoq, on a un bel exemple d'une femme qui travaille dans le hardware, et le Mitra 15, ça va faire partie des derniers ordinateurs de la génération des mini-ordinateurs, puisqu'on est à l'aube de la micro-informatique. Jusqu'ici, les ordinateurs, ils étaient quand même très gros, très coûteux, et donc plutôt réservés à la sphère professionnelle. Des entreprises, notamment IBM, ne voyaient pas l'intérêt de se lancer dans des ordinateurs pour les particuliers. Mais il y a quand même un petit constructeur américain qui va se lancer sur ce marché des particuliers en 1975 avec l'Altair 8800. L'Altair, ça va être le tout premier mini-ordinateur, micro-ordinateur qui est vendu à des particuliers. Mais il est très compliqué à utiliser. Il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de souris, il n'y a pas de clavier. Ça va être un ensemble d'interrupteurs qu'il faut régler et ça va afficher les résultats sous la forme de LED allumé ou éteinte. Il fallait décrypter le truc. Mais ça va être vraiment le début de la révolution de l'ordinateur personnel parce que ça va inspirer 4 jeunes hommes à l'époque, un certain Bill Gates et un certain Paul Allen, qui vont développer leur tout premier logiciel pour cet ordinateur, un interpréteur en langage basique. Et à cette occasion, ils vont créer une petite entreprise qui s'appelle Microsoft.
Et ça va également inspirer Steve Wozniak et Steve Jobs, qui vont se lancer dans la conception de l'Apple I, qui va être sorti en 1976, qui va finalement être un prototype plutôt pour l'Apple II, qui lui est lancé en 77, et qui va vraiment être le premier succès commercial de micro-ordinateur, puisqu'il va être vendu à 2 millions d'exemplaires, à un prix quand même très élevé pour l'époque de 1000 $. IBM, ils voient un peu un nouveau concurrent émerger, alors que jusqu'ici, ils étaient plutôt en situation de monopole. Et donc, ils vont prendre le train en marche, ils vont se lancer en 1980 avec l'IBM PC, et ils vont demander donc, à la petite entreprise qui s'est créée il n'y a pas si longtemps, Microsoft, de créer leur système d'exploitation qui s'appelle PC-DOS. Pourquoi soudainement je me mets à vous parler d'hommes? En fait, c'est parce que ça va marquer le début d'une guerre commerciale, d'une rivalité entre Apple et IBM, mais aussi entre Apple et Microsoft. Et dans cette guerre commerciale, l'élément différenciant, eh bien, ça va être le logiciel. L'ordinateur qui va se vendre le plus, ça ne va pas être le plus petit, le plus performant, ça va être celui qui a le plus de logiciels compatibles. Et donc, soudainement, on assiste à un basculement, un changement de paradigme, puisque en fait, il n'y aura plus cette opposition hardware-software, le logiciel va soudainement devenir prestigieux. Et donc, à cette époque, on va assister à une mutation du métier de programmeur, de développeur, qui va devenir plus prestigieux, mieux rémunéré, et qui donc soudainement va se mettre à attirer les hommes. On va aussi entrer dans une ère de démocratisation de l'informatique et les ordinateurs vont progressivement entrer dans la sphère privée, dans les foyers. Bref, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet, mais je vous invite à aller regarder le documentaire Triumph of the Nerds, qui a été traduit en français par les cinglés de l'informatique, qui retrace cette histoire, mais aussi en fait tout ce que je viens de vous raconter depuis le début. Ils partent vraiment de l'ENIAC jusqu'à l'ordinateur personnel. Mais ce que j'ai trouvé amusant dans ce documentaire, c'est que à aucun moment il ne mentionne l'apport des femmes. Alors qu'on les voit, on montre des images de l'ENIAC, donc on voit les programmeuses, ils montrent des images de Grace Hopper, mais les seules femmes qu'on voit dans le logiciel, c'est les secrétaires et les femmes et les conjointes des différents dirigeants d'entreprise qui sont interviewés. Mais ce qui est aussi intéressant dans ce documentaire qui date de 1996, c'est que ça montre bien la vision très ancrée qu'on a des métiers du développement informatique qui émergent depuis les années 80. Cette vision que, en fait, c'est un métier de geek. Et justement, en fait, avec l'avènement du software dans les années 80, les entreprises, notamment IBM, cherchent à recruter des nouveaux programmeurs et à déterminer qu'est-ce qui fait un bon programmeur. Et pour ça, ils vont ressortir une vieille étude des années 60, je ne sais pas d'où ils ont sorti ça, mais une très très vieille étude, qui dit que un bon programmeur, c'est quelqu'un qui aime les puzzles, qui aime prendre des risques, mais qui n'aime pas les gens. Vous n'aimez pas les gens, vous ? Et du coup, ce portrait robot du bon programmeur, il va être très rapidement rapproché avec un stéréotype qui existait déjà à l'époque, celui du geek. Alors, ce stéréotype de geek, il existe depuis assez longtemps. J'ai trouvé des traces du XVe siècle. Au XVe siècle, un geek, c'était un fou. Et à partir du XXe siècle, un geek, dans les cirques américains, c'était une bête de foire. Mais c'est vraiment à partir des années 60-70 qu'on va voir émerger ce stéréotype du geek qui se rapproche de celui qu'on connaît aujourd'hui. Il est décrit comme quelqu'un qui est obsédé par les mathématiques et l'électronique. Donc on s'imagine que ça pouvait bien s'appliquer aux ingénieurs qui travaillaient sur les ordinateurs. Quelqu'un qui est introverti, avec une certaine maladresse sociale, un peu fou, perdu dans ses pensées, et j'ai trouvé comme caractéristique physique vêtements négligés et cheveux en bataille. J'invente rien, c'est la page Wikipédia du geek, vous pouvez aller voir. À partir des années 80, en fait, ce stéréotype, donc, il va durablement s'accrocher au domaine de l'informatique avec une petite évolution. Le geek qui va être plutôt perçu comme un jeune homme, un adolescent, blanc la plupart du temps. Comme caractéristique physique, on retrouve le sweat à capuche et les grosses lunettes. Et quelqu'un d'obsédé par la programmation, les ordinateurs, mais aussi par la science-fiction ou l'heroic fantasy, ce genre de sujet. Ce stéréotype du geek, il va s'ancrer durablement dans l'imaginaire collectif européen, enfin occidental, par le biais de la culture populaire. Il va y avoir vraiment des films et des séries qui vont participer à ancrer cette image dans l'esprit de tout le monde. Notamment dans les années 80, il y avait un film qui s'appelait War Games, qui mettait en scène un jeune homme, pareil, obsédé par les jeux vidéo. Et plus récemment, on peut penser à Big Bang Theory, même si c'est plus des nerds que des geeks. Enfin, c'est discutable.
Il y a aussi le marketing qui va venir s'inscrire dans cette dynamique, avec un très bon exemple, c'est les Game Boy, hein. Moi, quand j'étais petite, je volais celle de mon petit frère et me l'arrachait des mains en me disant ça s'appelle une Game Boy, pas une Game Girl. Donc on va vraiment avoir un marketing et une culture qui va contribuer à mettre dans l'esprit de tout le monde, dès les années 80, que les PC, les jeux vidéo, c'est un truc de garçon. Et pendant longtemps, ce terme de geek, il a été quand même assez péjoratif. Aujourd'hui, il est très normalisé, hein, c'est presque une catégorie sociale à part entière, et c'est notamment dû au succès économique de certains représentants de cette classe geek, comme on peut penser à Bill Gates ou Mark Zuckerberg. Malheureusement, ce stéréotype, il est quand même très excluant pour les femmes, hein. Un geek, c'est un homme blanc. Dans les représentations culturelles, la femme est présentée comme étrangère ou complètement absente de cet univers. Et donc, on a vraiment un modèle culturel très genré qui va émerger. Mais en plus, ce stéréotype du geek, il est vraiment très ancré dans la culture occidentale. On ne le retrouve pas forcément, par exemple, en Afrique ou en Asie. Et du coup, ils ont beaucoup moins ce problème de mixité. Il y a d'autres stéréotypes qui ont émergé plus récemment, comme le tech bro ou le crypto bro, mais là encore, toujours un stéréotype masculin. Et donc, ce stéréotype, il va poser une barrière culturelle à l'entrée des femmes dans le domaine de l'informatique. Mais ce n'est pas le seul problème auquel doivent faire face les femmes qui sont dans l'informatique. On doit aussi faire face à un phénomène d'invisibilisation. Les femmes dans l'informatique, mais plus largement dans les sciences, sont très souvent victimes de ce qui s'appelle l'effet Mathilda, j'en ai parlé au début, cet effet d'invisibilisation de leur contribution au profit de leurs homologues masculins. Donc, on en a eu un bon exemple avec les programmeuses de l'ENIAC, mais des fois on cherche tout simplement à les effacer, hein. Ça a été le cas d'Alice Recoq, à sa mort en 2021. Il y a des gens qui se sont dit c'est qui cette nana, venez on efface sa page Wikipédia. Heureusement, il y a des personnes qui se sont mobilisées contre cette suppression, notamment sa biographe Marion Carré, qui a écrit un livre super intéressant qui relate sa vie, mais qui aussi relate l'histoire de l'informatique française, je vous le conseille. Très intéressant. Et en fait, Marion Carré, elle explique dans son livre que Wikipédia, ce n'est pas une plateforme biographique, hein, c'est une encyclopédie, donc il faut être connu pour être sur Wikipédia. Sauf que pour être considéré comme connu, il faut qu'il y ait un certain nombre de sources secondaires, c'est-à-dire des sources qui parlent de vous mais qui n'émanent pas de vous, qui vous citent pour que vous soyez considéré comme connu. Sauf que les femmes, elles sont très peu présentes dans l'espace médiatique. Les femmes ne représentent qu'un quart des personnes qui passent à la télévision, à la radio. Donc on a vraiment une sous-représentation. Et ça a pour conséquence que seulement 19% des biographies sur Wikipédia concernent des femmes. Mais cette invisibilisation du travail des femmes, ça pose un vrai problème, puisque ça prive les jeunes filles qui sont au collège, au lycée, qui s'interrogent sur leur orientation, sur leur futur métier, ça les prive tout simplement de rôle modèle sur lequel se projeter. Sans surprise, depuis les années 80, on a assisté à un effondrement du nombre de filles dans les filières scientifiques. Et malheureusement, les femmes, elles ont été absentes des révolutions technologiques suivantes. Je pense notamment à l'avènement d'Internet, hein. J'aurais du mal à vous citer une pionnière dans ce domaine, à part éventuellement Radia Perlman, mais qui a plutôt travaillé sur la partie réseau et qui a établi des protocoles fondamentaux à la création d'Internet. Mais j'aurais du mal à vous trouver une femme qui a percé dans les années 2000 comme CEO ou CTO, alors qu'on connaît tous le nom au moins d'un gros patron mégalo des GAFAM, par exemple. Mais on vit aujourd'hui une nouvelle révolution technologique avec l'intelligence artificielle. Et là encore, on a très peu de femmes. On en a un petit peu plus, mais ce n'est pas encore ça. Et souvent, elles sont souvent, pareil, effacées, pas représentées. Un bon exemple de cela, c'est qu'en 2023, le New York Times a sorti une liste des personnalités clés de l'IA. Et je vous laisse deviner, il n'y avait pas de femmes dans la liste. Alors que des femmes qui travaillent dans le domaine de l'intelligence artificielle, il y en a. Vous avez par exemple Fei Fei Li qui a dirigé le laboratoire de recherche de Stanford dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui a notamment créé la base de données ImageNet, qui sert à entraîner pas mal d'intelligence artificielle encore aujourd'hui.
Donc, en fait, il y a une vraie urgence à faire remonter les nombres de femmes dans les filières technologiques parce que la technologie, elle est omniprésente aujourd'hui dans nos sociétés et c'est pas normal que les femmes en soient exclues de leur conception. Heureusement, il y a quand même des actions qui sont faites pour contrer l'invisibilisation des femmes et lutter contre les stéréotypes de genre. Vous m'avez peut-être vu aujourd'hui sur le stand des Fées Marraines. On est une association qui œuvre en tout cas à l'orientation des jeunes filles dans la tech en développant des solutions pour leur orientation. Et on a aussi les casseuses de code qui font partie des Fées Marraines. On est un groupement de femmes dans la tech. Et on peut aussi penser à d'autres initiatives nationales. Il y a notamment l'association Elle Bouge, quand on voit des femmes ingénieurs témoigner dans les salles de classe. Et il y a aussi plein d'enseignants qui prennent des initiatives personnelles pour essayer de motiver les filles à se décourager à aller dans les filières plutôt scientifiques. En tout cas, si vous en avez l'occasion, je vous invite fortement à encourager ces initiatives. Si vous êtes une femme qui travaille dans la tech, à aller témoigner dans les salles de classe, c'est vraiment super important et ça a vraiment un gros impact. Et vous devinerez jamais qui j'ai croisé aujourd'hui. Sam, du début de mon histoire. Et je lui ai dit, les filles, elles aiment bien l'informatique et les garçons aussi. Bien sûr, Sam ne se rappelait pas de notre conversation, donc je suis un peu passée pour une folle. Mais l'histoire le montre, en fait, le plaisir de coder, il est indépendant du genre. Finalement, on peut résumer assez simplement cette histoire, puisque depuis le début, on a une vision genrée des métiers de programmeurs, programmeuses, développeurs, développeuses. De 1945, donc depuis la création des premiers ordinateurs jusqu'à la fin des années 70, on percevait ça comme un métier plutôt féminin. Et avec l'avènement du PC dans les années 80, c'est soudainement devenu un truc de mec, un truc de geek. Mais j'ai envie de vous dire, peut-être qu'il serait temps de revoir la vision qu'ont les gens de nos métiers, parce que ce stéréotype du geek, non seulement il est excluant pour les femmes, mais pour les hommes, il est quand même très contraignant. Aujourd'hui, un jeune garçon qui serait introverti, qui serait passionné par les jeux vidéo, on va forcément l'orienter vers l'informatique, alors que qui sait, ce serait peut-être un très bon vétérinaire ou un très bon infirmier. Et donc, je vous invite à agir en parlant de votre métier autour de vous, à le présenter sous un angle différent, en particulier auprès des jeunes filles et des femmes de votre entourage. On ne sait jamais, elles peuvent faire des reconversions professionnelles. En tout cas, merci de m'avoir écouté et maintenant vous saurez quoi dire quand on vous dit que vous faites un métier de geek. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas si on a encore des stickers à donner quand on pose des questions. Moi, j'ai plus de voix, par contre. Il y a forcément des questions, ça provoque toujours un débat. Bonjour. Alors, Bonjour. je n'ai pas de questions à proprement parler, mais je voulais pas laisser un blanc. Merci pour cette présentation, parce que voilà, ça fait du bien aussi de rappeler qu'on est là. Il n'y a pas forcément beaucoup de mecs dans la salle par rapport aux autres conférences là actuellement, donc ça prouve un peu le sujet aussi. Donc voilà, juste merci. Bonjour. Bonjour. Moi, ma question, c'est est-ce que tu ne penses pas qu'avec l'arrivée de l'IA, ça puisse aussi un peu changer les choses parce que on va rentrer dans une nouvelle ère aussi et peut-être que ça paraît moins geek de l'extérieur puisqu'on va l'utiliser partout et que ça devient commun. Oui et non. Alors, le domaine de l'intelligence artificielle, en soi, il y a un peu plus de femmes dans ces métiers parce que c'est des métiers qui sont très liés au domaine plutôt des mathématiques où il y a plus de filles. Mais par contre, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle est entraînée avec les données qui sont disponibles sur le net. Et on le sait, ces données, elles ne représentent pas très bien les femmes. On est sous-représenté dans ces données. Et donc, on a quand même beaucoup d'IA qui sont très biaisées sur la représentation des femmes. Rien que bien pour générer une image de femme, très souvent, ça va être des femmes qui sont hyper sexualisées avec des gros seins, des grosses fesses, et pas forcément très représentatives, en tout cas, de la diversité qu'on peut être. Mais ça, c'est pour les données. Mais Ouais. du coup, est-ce que ça pourrait pas attirer plus de femmes dans les métiers de l'informatique s'il y a un côté avec l'IA, quoi?
Bah, c'est déjà Ouais, le une cas, porte hein. d'entrée, c'est ça. Par exemple, à l'université de Rouen, il y a un master spécialisé en intelligence artificielle. Il y a 50% d'hommes et 50% de femmes dans ces filières. Et c'est un très très bon signal. Malheureusement, ça serait bien que ça soit pareil dans les autres filières. Moi, j'ai peut-être une petite question, pas forcément facile à répondre comme ça. Donc, on parle des femmes dans l'informatique, et on sait qu'effectivement, vous êtes moins nombreuses, mais par rapport à d'autres domaines comme la mécanique, par exemple, est-ce que tu connais un comparatif? Est-ce que tu dis, bah, en informatique c'est pire, ou il y a d'autres secteurs comme ça qui sont aussi concernés? Euh, Bah, ils ont la même problématique, hein, des stéréotypes de genre, bah, la mécanique c'est un truc de garçon. Donc au final, on a le même combat, on va dire. Après, il y a l'effet inverse de métiers qui sont très féminisés parce qu'ils sont perçus comme féminins. Je pense notamment au métier bah, d'infirmier, par exemple. Mais là encore, en fait, on a toujours ce problème sociologique de bah, quand on a un métier qui est perçu comme moins prestigieux, qui est moins rémunérateur, bah souvent il y a plus de femmes parce que ça n'attire pas les hommes. Donc il y a vraiment un double travail à faire pour d'un côté bah, réduire les stéréotypes de genre et peut-être d'un autre côté revaloriser certains métiers qui sont quand même très importants. Et je pense que ça, du coup ça attirera des hommes mécaniquement. Alors moi j'ai une question, elle est plutôt à destination des hommes geeks de la salle. J'aimerais bien avoir leur avis pour savoir ce que leur apportent leurs collègues femmes, si tant est qu'ils en aient, au quotidien. Voilà, donc dans les projets de dev, est-ce que certains d'entre vous ont des collègues féminines et qu'est-ce que ça vous apporte dans le projet, quoi? Qui veut répondre? Bonjour, question très intéressante. La réponse va peut-être pas d'ailleurs être si intéressante que ça. Moi, l'impression que j'ai par rapport aux femmes avec qui je travaille dans les équipes dont j'ai toujours travaillé, bah en fait c'est la même chose. Ma perception, elles ont un point de vue différent comme n'importe quel développeur pourrait avoir un point de vue différent. Donc c'est en fait je les mets au même niveau. Ni dans un sens ni dans l'autre. Elles ont leur place comme n'importe qui, elles ont des réflexions comme n'importe qui, des idées comme n'importe qui. Donc c'est un avantage d'en avoir, ça fait des points de vue différents, mais il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de plus particulièrement, de moins particulièrement. Elles ont leur place comme les hommes, tout simplement. C'est mon point de vue après. Alors, je vais vous donner un exemple hors contexte, hein. Si on prend un exemple de voiture, on a les airbags. On a prouvé qu'en fait, c'est des hommes qui ont mis en place ce système d'airbag qui n'est pas forcément adapté à la morphologie de la femme. La plupart des accidents aujourd'hui en voiture, on a plus de chances qu'une femme ne survive pas, même avec un airbag, qu'un homme. Parce que ce système a été produit par des hommes et en fait, ils avaient en tête que la protection, ils ont pu tester qu'avec des hommes. Donc, si on part de cet objectif-là, on peut se dire, ben, en fait, c'est un peu partout. Si aujourd'hui, par exemple, en informatique, on veut créer un site et que c'est que des hommes qui créent le site, on a peut-être peu de chances d'avoir une touche féminine ou un site qui parle aux femmes. Donc, on aura plus des hommes qui vont être accrochés par le design. Alors, je ne dis pas tous, hein, je parle à la majorité. On devrait prendre cet exemple pour un peu tous les domaines. Donc pour moi, c'est mieux de favoriser la mixité. Une dernière, puis après, parce que j'ai pas vu l'heure, mais... Moi, c'était juste pour rebondir sur ce que vous demandiez tout à l'heure par rapport au métier dans la mécanique et tout ça. Il y a le projet industriel qui justement propose de présenter dans des établissements, lycées, collèges, des
des métiers justement qui sont à destination des hommes, entre gros guillemets, et que pour justement éviter que, pour ouvrir un plus large panel, et que ce soit des métiers qui sont moins destinés justement à un certain genre qu'un autre. Merci. Merci Chloé. Mm.